Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce Club des branches, rendez-vous périodique que nous avons plaisir à passer avec vous, avec une actualité conventionnelle toujours très, très riche et qui nous conduit aujourd'hui à évoquer avec vous la saga des congés payés qui s'achève ou ne s'achève pas d'ailleurs à l'issue d'épisodes jurisprudentiels assez denses que nous vous avons décrits à plusieurs reprises lors de nos rencontres précédentes. Et qui, à l'issue d'un processus législatif attendu, a abouti à la publication de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne et qui va conduire à modifier nos pratiques en entreprise et qui a des incidences certaines à la fois sur les dispositions conventionnelles et sur les discussions qui auront lieu à cette occasion. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer assez rapidement avec un ordre du jour que je partage avec Hugues Lapalu, avec Emmanuel Andréau, avec Christophe Radet, qui vont les uns et les autres intervenir successivement sur la thématique des congés payés, puis sur l'actualité jurisprudentielle des branches. Et puis nous consacrerons un temps de questions-réponses à l'issue de cette matinée. Nous sommes ensemble pour 2 heures. Et donc, eh bien, nous démarrons. Hugues, je te passe la parole pour démarrer sur le sujet des congés payés. Merci Mélanie. C'est la saga des congés payés. Ça fait à peu près maintenant 6 à 8 mois que régulièrement nous parlons de congés payés, que quotidiennement nous nous posons des dizaines et des dizaines de questions sur les congés payés, puisque la loi du 22 avril 2024 a bouleversé une législation qui finalement était assez stable depuis des décennies, mais dont on savait depuis 2013, et on peut s'en référer au rapport de la Chambre sociale de la Cour de cassation, que notre droit national avait certains points qui n'étaient pas conformes au droit communautaire. Et donc le 13 septembre dernier, la Cour de cassation a bouleversé cet édifice en rappelant simplement que le droit au congé payé du travailleur n'était pas conditionné à l'exécution d'un travail effectif et que donc tout travailleur, même malade, pouvait acquérir des droits à congé payé. Alors face à cette révolution issue des arrêts du 13 septembre, le législateur a dû mettre en conformité les dispositions du droit national. Et c'est la loi du 22 avril qui pose un certain nombre de questions et qui va poser et qui fait poser aux branches un certain nombre de questions parce que dans la plupart des conventions collectives, on trouve des stipulations conventionnelles qui, par définition, ont été conclues sous l'empire d'une loi antérieure qui n'était pas basée sur les mêmes principes, et qui principalement prévoyaient 2 choses, que seul le travail effectif ou les périodes légalement assimilées généraient des droits à congés payés, et la deuxième, c'est qu'au-delà d'une certaine date, l'expiration de la période de prise du congé payé, les congés payés étaient perdus. Donc, acquisition prise, ce sont les deux, et report des droits à congés payés non pris, ce sont les 2 thématiques principales de la loi du 22 avril 2024, qu'il va falloir combiner avec les dispositions conventionnelles que vous pouvez avoir. Alors, là où l'exercice se corse, c'est que la loi du 22 avril 2024, elle vaut pour l'avenir. À partir du 22 avril, enfin 24 avril très exactement, voilà comment s'acquièrent les droits à congés payés et comment les congés non pris se reportent, mais elle vaut aussi pour le passé. Donc l'exercice que doit faire chaque branche, c'est de se dire mes stipulations conventionnelles, comment je peux les appliquer pour l'avenir au regard des dispositions légales nouvelles et comment je peux les appliquer pour le passé au regard de l'effet rétroactif, certes légèrement limité, mais quand même un effet rétroactif de la loi du 22 avril 2024. Cette problématique, elle n'est pas simple. Donc je vais essayer d'y répondre en évoquant quelques principes généraux, ils sont à mon avis au nombre de 2, et puis ensuite en essayant de faire quelques applications pratiques, et j'ai choisi trois exemples de conventions, de stipulations conventionnelles pour essayer d'illustrer le propos que je vais vous partager ce matin. Alors les principes fondamentaux, quels sont-ils? Je pense que l'articulation ou l'application des dispositions conventionnelles appréciées à l'aune des nouvelles dispositions légales répond à
deux principes essentiels. Le premier, c'est la question de l'articulation entre la loi et les dispositions conventionnelles. Et le deuxième, c'est le principe d'interprétation des accords collectifs. Alors, si je commence par la question de l'articulation de l'accord collectif avec la loi, on est, pour simplifier, sous l'angle du principe de faveur. On est loi, accord collectif, on est sous l'empire de l'article 2251.1 qui prévoit tout simplement qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Principe de faveur, jusque-là, c'est assez simple. La question quand même, c'est pour savoir quelle norme est la plus favorable, la loi ou la stipulation conventionnelle, comment je réalise cette comparaison. La tendance, et j'ai pu voir de nombreux écrits là-dessus, notamment certaines branches qui ont pris des positions, la tendance c'est de dire je prends le meilleur de chaque et j'applique. Or, quand on regarde la jurisprudence de la Cour de cassation, l'approche, elle doit se faire par groupe d'avantages. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un groupe d'avantages? C'est un avantage qui a la même cause et le même objet. Donc, je vais comparer les avantages légaux et les avantages conventionnels en considération de leur cause et de leur objet. S'ils ont la même cause et le même objet, je vais les comparer groupe par groupe. Je vais donc appliquer les dispositions de la convention collective sur la base des seules stipulations de la convention collective. Ça va me déterminer un droit à congé payé. J'applique ensuite la loi sur la base des seules dispositions légales. Et si la loi conduit à un résultat plus favorable que celui prévu par la convention collective, j'applique la loi. En d'autres termes, le salarié ne peut pas, par l'effet des stipulations conventionnelles, se voir privé des droits qu'il tient de la loi. Alors, là, on peut faire une petite parenthèse, évoquer rapidement la jurisprudence de la Cour de cassation qui, au travers de laquelle la Chambre sociale considère que normalement cette comparaison se fait en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés, donc ce serait une comparaison globale. Pour autant, la Cour de cassation rajoute le fait que même en opérant cette comparaison globale, le salarié ne peut pas être privé des droits qu'il tient de la loi. Donc ça veut dire que, premièrement, lorsque j'applique une disposition convention, enfin lorsque je me pose la question de savoir si je dois appliquer la convention collective ou la loi, je fais une application qui n'est pas cumulative. Je fais d'un côté, je détermine le droit conventionnel, de l'autre côté, je détermine le droit légal. Pour déterminer le droit conventionnel, je n'applique que la convention collective. Pour déterminer le droit légal, je n'applique que la loi. Je ne mélange pas les deux. Et au final, je retiens la solution qui est la plus favorable pour le salarié. Un arrêt de 2008 illustre parfaitement cette méthode de comparaison. C'est un arrêt qui a été rendu à propos des dispositions conventionnelles d'une branche sur le calcul de l'indemnité de licenciement. Vous aviez dans une branche des modalités de calcul qui prévoyaient un taux de calcul de l'indemnité de licenciement par année d'ancienneté supérieur à la loi, mais une assiette de calcul, le salaire moyen, moins favorable que le salaire moyen visé par la loi. Et le salarié saisissait le Conseil des prud'hommes en disant écoutez, j'ai le droit à une indemnité de licenciement, vous devez prendre le meilleur des deux. Vous devez prendre le taux de calcul par année d'ancienneté prévu par la convention collective, mais avec le salaire prévu par la formule légale, parce qu'il est plus favorable que le salaire prévu par la disposition conventionnelle. La Cour de cassation a répondu négativement à la demande faite par le salarié en disant on raisonne bloc par bloc. Je prends le taux et le salaire de la convention collective, je prends le taux et le salaire de la loi et j'applique le plus favorable des deux. Il n'est pas question de mélanger ou de cumuler les dispositions de l'un et l'autre dispositif. Ça, c'est le premier, on va dire, la première ligne directrice dans le travail que vous devez faire sur l'application, les conditions d'application de vos dispositions conventionnelles au regard de la loi nouvelle. Deuxième ligne directrice, ce sont les règles d'interprétation. Et là, c'est vrai qu'on se trouve face à une situation relativement inédite, alors pas totalement inédite, mais relativement inédite. Vous avez pour la plupart
des stipulations conventionnelles qui datent de plusieurs années, voire plusieurs décennies, qui ont été conclues sous l'empire d'une loi qui n'est plus celle en vigueur aujourd'hui. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. On a l'habitude, dans les branches, de devoir modifier les stipulations conventionnelles pour tenir compte des évolutions législatives pour l'avenir. Sauf qu'ici, la loi produit des effets rétroactifs. Et donc, on se trouve dans une hypothèse où vous avez des stipulations conventionnelles conclues sous l'empire d'une loi qui n'est en fait pas celle qui régit maintenant la stipulation conventionnelle sur la période de 2009 à 2024. Et là, ça pose une vraie difficulté, parce que finalement, vous êtes presque au bout du jeu, et on vient, par effet rétroactif, modifier les règles du jeu, ce qui va rendre très difficile la règle ou l'interprétation et la détermination de la portée des stipulations conventionnelles qui, par définition, ont été conclues à un moment donné où le droit positif n'était pas celui d'aujourd'hui, ce droit d'aujourd'hui devant s'appliquer depuis 2009. Alors, pour opérer cette interprétation, que doit-on faire? Là encore, la Cour de cassation nous a donné des méthodes d'application sur l'interprétation des stipulations conventionnelles. Premièrement, on interprète que si et seulement si le texte est imprécis ou doit être interprété. Donc, ça n'est que la stipulation qui pose difficulté, dont le sens ou la portée est sujet à caution, qui peut nécessiter une interprétation. Par contre, si la stipulation est claire, on l'applique telle qu'elle. On s'en tient d'abord à la lettre du texte. Si, selon cette règle d'interprétation stricte, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les partenaires sociaux ou avec le salarié sur le sens qu'il faut donner à la stipulation conventionnelle, la deuxième étape, alors, c'est d'interpréter la stipulation conventionnelle comme on interpréterait une disposition légale, c'est-à-dire en tenant compte du texte de loi qui régit la stipulation conventionnelle, ou s'il n'y en a pas directement, d'un texte qui se rapproche de la stipulation conventionnelle. Ça n'est qu'en dernier lieu qu'on va, si, selon cette deuxième méthode, on n'arrive toujours pas à donner un sens et une portée, à se mettre d'accord sur le dispositif, ça n'est qu'en dernier lieu qu'on doit appliquer la méthode téléologique, c'est-à-dire la méthode où il convient de rechercher l'objectif social du texte. Alors ça, c'est la méthode retenue par la Cour de cassation pour interpréter des dispositions conventionnelles. En théorie, elle est claire. En pratique, elle n'est pas si simple que ça. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de prendre un certain nombre de stipulations conventionnelles et de les partager avec vous pour faire l'exercice d'application ou d'interprétation. Alors, au préalable, ce que je vais évoquer ici, et mon associé Emmanuel Andréau évoquera un deuxième pan de la législation, enfin de la loi du 22 avril, ce que je souhaite évoquer ici, ce sont les règles d'acquisition des congés payés. Le premier bloc, entre guillemets, c'est combiner les stipulations conventionnelles avec les nouvelles dispositions légales dans le champ de l'acquisition des droits à congés payés. Alors, avant de rentrer dans les stipulations conventionnelles que j'ai prises à titre d'exemple, je ferai juste un bref rappel pour dire ce que la loi a changé à compter du 22 avril 2024 et même à compter du 1er décembre 2009, puisque c'est depuis cette date que la Charte des droits fondamentaux européens est applicable de manière directe, directement dans le droit national. Et c'est donc à cette date-là que remontent les effets de la loi du 22 avril 2024. Alors, en matière d'acquisition, que change la loi? Premièrement, elle modifie les règles d'acquisition en matière de congés payés et d'accidents du travail ou maladies professionnelles. Jusqu'à présent, le droit national, je le rappelle, prévoyait que, dans la limite d'une durée d'1 an, un salarié absent pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle acquérait des droits à congés payés dans la limite de 2,5 jours ouvrables par mois d'absence. Première modification, on supprime le délai d'1 an. Le salarié en accident du travail ou maladie professionnelle continue d'acquérir au-delà du délai d'1 an.
Deuxième modification importante, le salarié en maladie continue d'acquérir des droits à congés payés pendant sa maladie, mais cette fois pas à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois d'absence, mais à hauteur uniquement de 2 jours par mois d'absence et dans la limite de 24 jours ouvrables sur une période complète d'acquisition. Ça, c'est le premier point, je ne les détaille pas plus, je pense que vous les maîtrisez maintenant assez bien. Toujours en matière d'acquisition, les règles spécifiques pour le passé. Les règles spécifiques pour le passé sont que depuis le 1er décembre 2009, un salarié en accident du travail acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés sans qu'on ne puisse lui opposer la limite d'un an, et un salarié malade acquiert des droits à congés payés dans la limite de 2 jours par mois sans qu'il ne puisse dépasser, toute cause d'acquisition confondue, un total de 24 jours ouvrables de congés payés sur chaque période de référence. Ça, ce sont les dispositions légales dans la partie rétroactive de la loi. Une fois qu'on a dit ça, se pose donc la question de l'application de vos dispositions conventionnelles. Alors, pour commencer l'exercice pratique, j'ai pris les dispositions de la convention collective de l'industrie alimentaire, les 5 branches, qui prévoient, vous les avez à l'écran, sont considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, les périodes de congé maternité, ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé, les périodes de suspension de contrat de travail pour suite d'accident du travail ou de trajet, survenus au service de l'établissement, limitées à une période d'1 an. Et les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d'une durée totale de 2 mois pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté. Alors avec des dispositions comme celle-là, comment j'applique pour l'avenir et pour le passé les dispositions de cette convention collective? Alors c'est vrai que ici, on retrouve une terminologie assez classique qui consiste à dire sont considérés comme du temps de travail effectif. Donc la convention collective considère que les périodes d'absence qu'on a listées ci-dessous sont bien du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé. Je m'arrête sur le premier point, l'accident du travail. La convention collective s'est contentée de reprendre les dispositions légales en vigueur au jour où elle a été conclue, en précisant que l'accident du travail est du temps de travail effectif, donc génère 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence, mais dans la limite d'une durée d'1 an. On est vraiment sur le copier-coller des dispositions légales. Que se passe-t-il maintenant avec la loi du 22 avril ? Très clairement, la limite prévue par la convention collective, la limite à la durée d'1 an, elle saute. Et donc, cette stipulation qui consiste à limiter l'acquisition des droits à 1 an n'est plus opérationnelle, n'est plus applicable. Et donc, le salarié en accident du travail acquérera des droits à congés payés sans limite de temps. Ensuite, on verra que ces droits seront reportés et éventuellement perdus, mais ça sera l'intervention suivante. Pas vraiment de difficulté, peut-être quand même pour le passé. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais la loi, en effet, prévoit cet effet rétroactif, fait remonter les dispositions au mois de décembre 2009, mais elle les fait remonter expressément pour la maladie et ne dit rien pour l'accident du travail et la maladie professionnelle. Alors, certains ont pensé que la limitation à la durée d'1 an dans l'acquisition des droits à congés payés demeurait applicable sur la période de 2009 à 2024. À mon sens, non. À mon sens, non. Pourquoi ? Et pour 2 raisons. La première, c'est que le législateur n'avait pas à traiter expressément de l'effet rétroactif de la loi en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, puisque la loi prévoyait déjà que ces périodes généraient des droits à congés payés. Deuxièmement, à supposer que l'on dise, puisque la loi dit rien sur l'effet rétroactif lié à la suppression du délai d'1 an, ça veut dire que ce délai continue de s'appliquer. La réponse est non. On retombera sur les fondements de la jurisprudence du 13 septembre 2023, où la Cour de cassation viendra dire qu'une telle disposition, une telle stipulation conventionnelle serait contraire à l'application combinée de la directive communautaire de 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux des travailleurs. Donc très clairement ici, cette limitation à une durée d'1 an en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle n'a pas vocation à perdurer. Deuxième question posée par cette convention collective, c'est la question du traitement de l'accident de trajet. Alors légalement, si l'on s'en tient
au droit en vigueur au jour où cet accord collectif a été conclu, l'accident de trajet ne génère pas de droit à congé payé. Je rappelle que l'accident de trajet est considéré comme un accident du travail sur le plan du droit de la sécurité sociale, mais est considéré comme une simple maladie sur le plan du droit du travail. Donc s'il est considéré comme une simple maladie, la loi n'entraîne pas d'acquisition de droit à congé payé pour le salarié lorsqu'il est en situation d'accident de trajet. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Les partenaires sociaux ont souhaité améliorer la loi et à traiter le salarié du point de vue du droit du travail victime d'un accident de trajet comme un salarié victime d'un accident du travail. Et donc, les partenaires sociaux sont venus dire, bien l'accident de trajet va générer des droits à congés payés comme un accident du travail et ont expressément spécifié dans la limite d'une durée d'1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois appliquer cette disposition, la question qui se pose, c'est est-ce que l'accident de trajet va générer des droits à congés payés au-delà de la limite d'1 an? C'est-à-dire que je vais faire un travail d'interprétation de la convention collective pour me dire est-ce que finalement, puisque maintenant les absences génèrent des droits à congés payés, est-ce que, comme pour l'accident du travail, l'accident de trajet va devoir générer des droits à congés payés au-delà d'une durée d'1 an? Règles d'interprétation des conventions collectives. On ne les interprète qu'à partir du moment où les stipulations posent une difficulté d'application et d'interprétation. Or ici, la stipulation est très claire. L'accident de trajet génère des droits à congés payés dans la limite d'une durée d'1 an. C'est très clair. Au-delà d'1 an, l'accident de trajet n'est plus considéré comme un accident de travail, ne génère plus 2 jours et demi de congés payés. Par contre, au-delà d'1 an, bien, l'accident de trajet, c'est quoi? C'est un arrêt de travail. Donc, on va être dans les dispositions légales qui consistent à dire que la simple maladie auquel appartient l'accident de trajet va générer 2 jours de congés payés et non pas 2 jours et demi. Alors, petite parenthèse, vous avez pu lire ça et là que l'accident du trajet, et notamment en raison de quelques arrêts de la Cour de cassation, que l'accident de trajet devait, pour la Cour de cassation, être considéré comme un accident du travail. C'est pas tout à fait ça. Lorsque la Cour de cassation a jugé que l'accident de trajet devait être, pour l'acquisition des droits à congés payés, considéré comme un accident du travail, c'est sous l'empire d'un droit national qui n'était pas conforme au droit communautaire. Et c'est donc par le jeu de l'interprétation conforme, en présence d'un droit qui devait nécessiter une interprétation, que la Cour de cassation a assimilé l'accident de trajet à l'accident du travail. Mais les données aujourd'hui sont plus les mêmes. Puisque la loi du 22 avril 2024 est entrée en vigueur et qu'elle a un effet rétroactif, ça veut donc dire que de 2009 à 2024, cette loi s'applique. Et donc, puisque j'ai une loi qui s'applique, le juge ne peut plus interpréter l'ancienne disposition légale à l'aune des dispositions européennes. Il est obligé d'appliquer la loi du 22 avril 2024 qui prévoit expressément qu'elle s'applique avec un effet rétroactif. Donc le juge est contraint de devoir appliquer la nouvelle loi nationale avec son effet rétroactif et donc de considérer, d'appliquer la règle selon laquelle l'accident de trajet n'est pas, du point de vue du droit du travail, un accident du travail et doit donc être traité comme une simple maladie. Troisième alinéa qui prête à non pas difficulté d'application, mais enfin pour lequel on peut se poser des questions sur l'application, c'est le dernier, les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d'une durée totale de 2 mois pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté. Alors, comment appliquer cette stipulation conventionnelle? Bien, très clairement, la loi dit la maladie est du travail effectif dans la limite de 2 mois pour l'application des droits à congés payés. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que les partenaires sociaux ont considéré que dans la limite de 2 mois, le salarié acquérait 2,5 jours ouvrables de congés payés. Et dans cette branche, depuis des années, depuis le temps où cette stipulation conventionnelle existe, on fait acquérir aux salariés malades dans la limite d'une durée de 2 mois 2,5 jours ouvrables de congés payés.
Et donc là, pour le coup, à mon sens, cette stipulation continue de produire ses effets. Par contre, au-delà des 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Le salarié, dans cette convention collective, n'acquiert plus de droit à congé payé. Par contre, la loi dit, elle, le salarié malade acquiert 2 jours de congé payé. Et c'est donc là où il va falloir que je fasse l'exercice de la comparaison par bloc. Premièrement, je regarde les droits qu'acquiert le salarié selon l'application des dispositions conventionnelles. Selon les dispositions conventionnelles, il acquiert 2 jours et demi par mois de travail effectif, 2 jours et demi pour les 2 premiers mois de maladie, et après 0. Ça va me donner un total. Et je vais définir mon bloc légal. Selon mon bloc légal, le salarié acquiert 2 jours et demi par mois de travail effectif, et ensuite 2 jours par mois de maladie. Je fais le total, et je compare. Et j'appliquerai, entre guillemets, le plus favorable des deux. Mais je ne fais pas le mélange qui consiste à dire 2 jours et demi et les 2 jours. C'est bien une application par bloc et on compare les résultats au terme de la période d'acquisition. Autre exemple, je vous ai remis la jurisprudence ici sur les accidents de trajet et les congés payés. J'ai pris une autre disposition conventionnelle qui est la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. Alors, elle est rédigée à peu près dans les mêmes termes, sont considérées comme période de travail effective pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi, les absences pour accident du trajet assimilées à un accident du travail pour la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue d'une année. Vous voyez, on retrouve exactement la même stipulation que celle de la convention collective précédente. Je ne reviens pas sur les explications que j'ai données. Là où elle diffère un peu, c'est les absences, c'est le traitement des absences pour maladies non professionnelles et hors accident du travail, où cette convention collective prévoit que le salarié acquiert, pendant son absence, des droits à congés payés dans la limite des 30 premiers jours d'absence continue et pendant la période de référence, bien sûr, et au-delà de ces 30 premiers jours, l'absence pour cause de maladie va générer un demi-droit à congé payé, c'est-à-dire grosso modo 1,25 jours de congé payé au lieu des 2 jours et demi qui étaient dans l'intention du législateur à l'époque. Donc là encore, je vais devoir, pas du législateur, excusez-moi, des partenaires sociaux à l'époque. Donc là encore, je vais réaliser une comparaison par bloc. Et je vais donc calculer les droits à congés payés sur la base des dispositions prévues par cette convention collective et à côté sur la base des dispositions légales, et j'appliquerai le plus favorable des deux. Voilà ce qu'on peut dire sur la méthode à la fois de comparaison et ou d'interprétation. J'ai souhaité prendre un troisième exemple qui a trait à l'existence de congés conventionnels. Ici, je suis dans la convention collective du commerce de détail de l'habillement qui prévoit des congés supplémentaires pour ancienneté. Donc, des congés payés supplémentaires pour ancienneté seront accordés à raison de 1 jour après 20 ans, 2 jours après 25 ans, 3 jours après 30 ans. Alors, cette disposition conventionnelle, pour l'avenir, pose pas vraiment de difficulté. D'abord, vous noterez que dans cette convention collective, on a pris le soin de bien qualifier la nature de ces jours. Ce sont des congés payés supplémentaires. Donc, ils ont le régime juridique des congés payés. Les partenaires sociaux ont souhaité leur donner le régime juridique des congés payés. Pour l'avenir, il n'y a aucune difficulté. Ces jours de congés payés conventionnels viennent en plus des droits que le salarié a acquis au titre de ses périodes de travail effectif ou au titre des périodes assimilées. Là où on peut se poser une question, c'est sur la période antérieure et l'effet rétroactif de la loi. Je vous disais tout à l'heure que les dispositions légales qui consistent à acquérir des droits à congés payés en période de maladie ont un effet rétroactif qui remonte jusqu'au mois de décembre 2009. Mais cet effet rétroactif a été, entre guillemets, plafonné, puisqu'un salarié ne peut pas acquérir, y compris au titre des périodes de maladie pour lesquelles il n'aurait pas eu ses droits à congés payés, plus de 24 jours ouvrables de congés payés. Donc un salarié qui a acquis 24 jours ouvrables de congés payés, qui a été malade 2 mois, ne peut pas revendiquer le bénéfice des 4 jours au titre de sa maladie parce qu'il a atteint
le plafond des 4 semaines. La question peut se poser de savoir si on tient compte des jours de congés payés pour ancienneté dans l'appréciation de ce plafond de 4 semaines. Exemple, j'ai, par mon travail effectif, en 2018 par exemple, acquis 22 jours de congés payés, mais j'ai aussi acquis 2 jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté. Je suis donc à 24. J'ai été malade 2 mois. Je pourrais prétendre à 4 jours de congés payés supplémentaires. Sauf que j'ai, à mon compteur, sur l'année 2018, 24 jours ouvrables de congés payés. Est-ce que mon employeur peut m'opposer le fait que j'ai atteint le plafond? À mon sens, non. Les congés payés supplémentaires conventionnels ne doivent, à mon avis, pas être pris en compte pour apprécier le plafond de 24 jours applicable sur la période décembre 2009, avril 2024. Pourquoi? Par une application stricte et littérale du texte de loi. Le texte de loi vous dit que les congés payés acquis au titre de la maladie sur la période 2009-2024 ne peuvent pas avoir pour effet de dépasser le seuil de 24 jours ouvrables sur la base des congés payés acquis en application des dispositions légales en vigueur à cette date. Ne sont donc visés que les congés payés acquis en application des dispositions légales. Or ici, mes congés pour ancienneté ont été acquis en application des dispositions conventionnelles. Donc dans mon exemple, j'ai acquis 22 jours ouvrables au titre de l'application des dispositions légales, 2 jours au titre des congés d'ancienneté, j'aurais pu acquérir 4 jours au titre de la maladie. Donc 22 jours en application de la loi, ça n'est pas 24. Je dois donc en tant qu'employeur allouer au salarié 2 jours ouvrables de plus pour qu'il atteigne les 24. Et en plus de ces 24, évidemment, il a eu ces 2 jours de congés conventionnels pour ancienneté. Alors, ces quelques exemples nous montrent quand même la difficulté de l'exercice et la variété aussi d'exercices, parce que sur les 250 à 300 conventions collectives encore existantes aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir trouver tout type de stipulations et avoir de très nombreuses questions qui poseront des problématiques, évidemment, des problématiques complexes d'application. Alors, face à tout ça, que doivent faire les branches? Alors, il y a plusieurs possibilités. Bien évidemment, la première, ce serait de se dire il faut qu'on révise nos dispositions conventionnelles en matière de congés payés et qu'on les mette au goût du jour pour justement éviter ces difficultés d'application, ces difficultés d'interprétation. Et donc, se recaler sur le droit positif. C'est une première chose, mais bon, c'est pas forcément évident, surtout sur un sujet aussi technique que celui-là, que de réunir ses partenaires sociaux et de se lancer dans la rédaction d'un avenant révisant les dispositions de la convention collective. C'est pas forcément évident, mais c'est probablement souhaitable lorsque vous avez des stipulations dont le sens et la portée peuvent être difficilement conciliables avec le droit positif. La deuxième possibilité, peut-être un peu intermédiaire, ce serait de recourir à des avis interprétatifs. Vous avez la possibilité, en effet, au niveau des CPPNI, de prendre des avis d'interprétation. Donc, en fait, vous ne modifiez pas les dispositions de la convention collective, mais vous convenez de la façon dont il faut les interpréter. Alors attention, parce que il ne suffit pas de dire qu'un avis est interprétatif, encore faut-il qu'il ne soit qu'interprétatif et qu'il n'ait pas pour effet de modifier le droit conventionnel existant. Donc la ligne de partage entre l'avis interprétatif et l'avenant à la convention collective, elle est parfois relativement floue. Mais ça peut être une méthode qui permettra aux entreprises de clarifier le sens et la portée des dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. C'est pas inutile parce que déjà, on pourrait se dire que le travail de clarification des dispositions légales serait un préalable relativement utile. Or, sur ce point, on rappelle qu'on a parfois quelques positions de ci, de là prises par la DGT, mais on n'a pas véritablement de circulaire d'application sur ces nouvelles dispositions légales qui pourtant permettraient, à mon avis, de clarifier les conditions d'application d'un dispositif qui est quand même extrêmement complexe. Voilà ce que je voulais dire sur l'acquisition. Je vais passer... Alors, il y a des questions peut-être que je ne vois pas à l'écran, donc peut-être que
que... La première, c'est avez-vous commencé à regarder quelques CCN pour comparer CCN/loi? Si oui, lesquels? Alors voilà, on a pris quelques exemples. Alors j'en ai d'autres. Hein. Honnêtement, aujourd'hui, la question des congés payés et de l'application des dispositions conventionnelles, c'est notre pain quotidien. Alors il y a plein d'autres conventions collectives et aujourd'hui, je ne pouvais pas prendre tous les exemples possibles et imaginables. En plus, il y en a certains pour lesquels, honnêtement, on peut réserver la réponse. Je vous ai donné des pistes d'interprétation et d'application, mais parfois les sujets restent complexes et les solutions peuvent être multiples dans le travail de cohérence ou, comment dirais-je, de mise en conformité d'une disposition conventionnelle avec la disposition légale. Une question, j'ai cru comprendre que vous appliquez une rétroactivité 2009, entre parenthèses, pour les arrêts pour accident du travail, contrairement à la position de la DGT. Alors attention, la position de la loi ne vise la rétroactivité que pour les arrêts maladie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accident du travail et la maladie professionnelle, dans le passé, généraient déjà des droits à congés payés. Dans la limite d'1 an, certes, mais généraient déjà des droits à congés payés. Deuxièmement, les arrêts de la Cour de cassation viennent dire quoi? Que le droit français qui limite l'acquisition des droits à congés payés en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle à 1 an n'est pas conforme au droit communautaire. C'est un des 4 arrêts du 13 septembre 2023. Donc très clairement, rien ne permet de dire aujourd'hui qu'on limite encore pour le passé à 1 an le temps de l'acquisition des droits à congés payés en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, même si la loi ne prévoit pas expressément l'effet rétroactif de cette disposition. Une autre, donc la CCN du 15 mars 1966 prévoit une acquisition de CP pendant 13 mois pour les cadres. Le plafond est-il bien de 30 jours ouvrables pour un salarié absent toute la période de référence? Alors, pour l'avenir, alors, j'ai pas en tête les dispositions de la Convention de 66. Peut-être que Mélanie, tu les as parce que. C'est en tête, effectivement. L'assimilation par les dispositions conventionnelles couvre les périodes d'arrêt maladie indemnisées par l'employeur, à savoir 6 mois pour un non-cadre plus 1 mois, 30 jours automatiquement, et pour les cadres, comme Camille le rappelle, 12 mois, ce qui pose d'ailleurs une différence de traitement, dont on pourrait dire certaines choses, plus ce mois. Donc ça fait 13 mois. Ce qui signifie que conventionnellement, et je te passe la parole sur les conséquences à en tirer, j'acquiers 2 jours et demi pendant au maximum 7 mois si je suis non-cadre et 13 mois si je suis cadre. Oui, d'accord. Donc, il y a une durée, mais il n'y a pas de plafond. Il y a une durée, il n'y a pas de... C'est la logique inverse des dispositions du Code. Oui, mais alors là, pour le coup, j'ai une durée, c'est-à-dire que la convention collective prévoit que quand je suis malade, j'acquiers des droits à congés payés. Au maximum pendant 7 mois ou 13. Au maximum pendant 7 mois ou 13. Donc là, pour le coup, on va considérer que c'est une stipulation conventionnelle qui est plus favorable que les dispositions légales, me semble-t-il. Je ne les ai pas sous les yeux, mais... Je pense qu'on fera l'analyse, comme tu l'as dit, salarié par salarié sur la période de référence. Et si le principe de faveur conduit à ce que les dispositions légales soient plus favorables, me semble-t-il. Je pense. On fera application des dispositions légales. Si ce sont les dispositions conventionnelles, sur la période de référence salarié par salarié, ce sera les dispositions conventionnelles. Sans que le salarié fasse ses courses. Et sans qu'on ait le plafond, si jamais le dispositif. Exactement. OK. Une autre, dans le cas d'un accord d'entreprise prévoyant l'acquisition de 6 semaines de congés payés conclus avant la loi, un salarié malade pendant toute la période de référence, doit-il acquérir ces 6 semaines de congés payés alors que la loi prévoit une acquisition de 4 semaines? Alors, bloc par bloc, je regarde la convention collective. La convention collective dit « j'acquiers jusqu'à 6 semaines de congés payés ». Et je suppose que cette convention collective dit « j'acquiers avec le travail effectif, avec la maternité, avec l'accident du travail, peut-être avec un peu de maladie ». Donc, je vais appliquer les dispositions conventionnelles en tenant compte des stipulations qui déterminent les conditions d'acquisition. Si la maladie ne génère pas de droit à congé payé selon les dispositions conventionnelles, je vais à côté appliquer la loi, et la loi, c'est 2 jours et demi de travail effectif, 2 jours maladie, mais il n'y a pas 6 semaines. Donc le résultat, je le compare. Je regarde lequel des 2 blocs apporte le plus de droits à congé payé pour le salarié. Mais je ne fais pas une distribution des dispositions légales qui me permettrait d'acquérir 6 semaines selon la convention collective. Encore 2. Est-ce que ces nouvelles dispositions sont transposables aux travailleurs handicapés en ESAT?
Il n'y a pas de raison. Alors, on a des dispositions spécifiques pour les congés payés on a des dispositions spécifiques pour les congés payés des travailleurs handicapés des AT qui, à ce jour, n'ont pas dû évoluer. Donc, je suis pas certaine. Il faudrait qu'on il me semble réserve qu'il la y avait une réponse. question sur est-ce que le droit à congé n'est pas un droit fondamental qui vise aussi… Certainement. La Ouais. jurisprudence s'est prononcée par le passé sur l'assimilation des travailleurs handicapés des AT aux salariés. D'ailleurs, on sait, l'IGAS a publié en février un rapport visant la convergence du statut du travailleur handicapé des AT vers un statut de quasi-salarié. Donc, petit à petit, la loi plein emploi a poursuivi cette assimilation en leur accordant des droits comparables, notamment en matière de santé et sécurité et d'expression collective, puisqu'on s'est désormais représentés et disposeront d'une couverture frais de santé avant l'été, mais sans aller trop loin sur ce sujet qui me tient à cœur. Sur les congés payés, je suis pas certaine que l'assimilation soit déjà possible, parce que sauf erreur de ma part, on a un texte spécifique sur les congés payés des travailleurs handicapés des AT. Et comme il n'a pas été modifié, bon, après, rien n'interdit évidemment d'appliquer la même règle. C'est compliqué d'annoncer à la collectivité de l'ESAT que les règles sont moins favorables pour eux, mais je pense plutôt qu'il faut patienter un petit peu. Ok. Et ensuite, dans le cadre d'un décompte en jours civils, entre parenthèses calendaires, doit-on adapter les jours acquis pendant la maladie, 28 jours max au lieu de 24 jours? Alors, ce qu'on appelle jour civil, au cas d'espèce, c'est jour calendaire. Ouais. En fait, vous avez d'ailleurs une réponse de la DGT à propos des jours ouvrés, où la DGT vient de dire que les nouvelles règles légales doivent être converties lorsque vous appliquez un décompte en jours ouvrés, et sous réserve bien sûr que le décompte en jours ouvrés soit au moins aussi favorable que le décompte en jours ouvrables. Donc, appliquons le même principe, c'est-à-dire que si on utilise une autre méthode de décompte des congés payés comme ici, on va faire la conversion, mais par contre, on va s'assurer que dans tous les cas, selon cette règle de décompte, la règle des jours ouvrables, enfin la règle de décompte que l'on applique est au moins aussi favorable que la règle des jours ouvrables. C'est toujours la difficulté quand même, je fais une petite parenthèse, alors c'est pas trait à la loi du 22 avril 2024, mais c'est plus une remarque générale sur les congés payés. On a, je vous disais en propos introductif, on a une réglementation sur les congés payés qui est là depuis de nombreuses décennies et qui est solide, sauf la partie dont on vient de parler, qui est la question de la maladie. Et au final, on se rend compte que cette législation, elle reposait sur un équilibre extrêmement bien fait. On en parlait tout à l'heure avec le professeur Radet sur le fait que c'est un droit qui est annuel, qu'on calcule annuellement les congés payés. Le décompte mensuel, il est intermédiaire, entre guillemets. Donc, il y a une vraie logique dans cette loi. Et quand je dis il y a une vraie logique, si le législateur a eu recours au décompte en jours ouvrables, c'est parce que c'est bien l'unité de gestion des congés payés la plus simple à gérer. Le jour ouvré devient plus compliqué, le jour calendaire ou le jour travaillé est aussi plus compliqué. Et donc, on a une réglementation qui est faite autour des jours ouvrables. Il est beaucoup plus facile de décompter des droits en jours ouvrables qu'en jour ouvré, en jour calendaire ou en jour travaillé. C'est vraiment, la réglementation a été faite pour ça. Et si on respecte le jour ouvrable, elle est simple d'application, mis à part les questions qu'on vient de se poser sur la maladie. Merci Hugues. Merci. Merci beaucoup. Et Emmanuel Andréau me rejoint sur le thème suivant, puisqu'une fois les congés acquis, eh bien, se pose la question de leur prise ou de leur report, Emmanuel. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de partager à nouveau cet échange au Club des Branches avec vous et avec mes fidèles camarades qui sommes présents pour essayer aujourd'hui de vous faire quand même passer un message qui est fort et qui doit se tenir au fait qu'il me semble que dans beaucoup de conventions collectives, un toilettage doit être opéré. Alors, selon les modalités qu'a évoqué Hugues, mais quand on a préparé la session d'aujourd'hui, on a pris en connaissance, on a relu un certain nombre de conventions collectives. Certaines datent de Mathusalem, certaines évoquent encore les articles du Code du travail avant la recodification en 2008. Et donc, beaucoup ne sont plus à jour. Donc, c'est vrai que le dispositif d'entrée en vigueur de la nouvelle loi doit inciter les branches, puisque derrière, par ricochet, ce sont les entreprises qui relèvent de leur champ d'application, à toiletter et à revoir leur dispositif intégralement, le cas échéant dans le cadre évidemment d'une négociation avec des contreparties et des concessions, puisque la loi et le champ de la négociation collective en la matière ouvrent de larges possibilités.
avec un bref rappel néanmoins dans l'ordonnancement juridique sur la hiérarchie et la place des unes et des autres. Quand on est en matière de stipulation de branche, sur un double effet enfin pas supplétif mais subsidiaire, puisque d'une part on est dans le bloc 3, mais aussi et surtout d'autre part et de façon très spécifique, tous les textes en matière de congés payés, avant même d'ailleurs que la problématique des blocs 3 institués par les ordonnances Macron ait été créée, puisque la législation a été modifiée par la loi El Khomri en 2016, met la place de l'accord de branche après et à défaut de celui de l'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe. Donc même si l'accord de branche vient en second rang par rapport aux accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe, on fait le constat que de très 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 nombreuses entreprises ne disposent pas de dispositifs propres et qu'il est, semble-t-il, de la responsabilité des branches de poser un certain nombre de cadres. Alors, un certain nombre de cadres sur la problématique d'acquisition telle que vient de vous l'exposer Hugues, puisque sur les 3 ou 4 exemples de stipulation conventionnelle, vous vous rendez compte qu'il y a matière à débat, à discussion, et il ne faut pas que les conventions collectives aujourd'hui de branche avec la loi deviennent des nids à contentieux. D'ailleurs, curieusement, depuis les arrêts du mois de septembre 2023, on fait le constat, en tout cas au niveau du cabinet, mais également avec d'autres confrères ou d'autres consoeurs, qu'il y a relativement peu de contentieux sur ce sujet. On s'était interrogé, voire inquiété, qu'à la suite des arrêts du 13 septembre, il y ait une avalanche de saisines prud'homales, voire parfois d'actions collectives par le biais d'une organisation syndicale sur l'intérêt collectif de la profession. Et il y en a en réalité très peu, aussi bien par rapport à des contentieux nouveaux qui sont introduits que par rapport à des contentieux en cours. On ne sait pas si c'est le caractère technique, le fait que les avocats côté salariés ne soient peut-être pas très à l'aise avec le sujet, ou qu'il y ait une forme de modus operatoire vivendi ou un attentisme qui faisait que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, personne ne sorte du bois, mais à ce jour, il y a très peu de contentieux. Il n'en reste pas moins qu'avec les nouvelles dispositions légales, tout à l'heure le professeur Haddé évoquera notamment l'aspect rétroactivité possible ou pas d'un accord collectif, ce sujet risque d'émerger à nouveau, puisque maintenant les pouvoirs publics ont sorti le texte que tout le monde attendait, qui, sur certains points, ne nous le cachons pas, est une véritable petite usine à gaz, et qui, malheureusement, comme notre législateur français sait le faire, n'a pas toujours le souci du choc de simplification. Et donc, il est quand même essentiel pour les branches qu'elles prennent à bras le corps ce sujet et qu'elles aident les entreprises qui relèvent de leur champ d'application à aborder ces sujets plus sereinement. Il ne serait pas de bon aloi, nous semble-t-il, de laisser les entreprises se dépatouiller avec des textes anciens qui ne sont plus au goût du jour, comme l'a rappelé Hugues Lapalu, et qui vont surajouter des difficultés, des questionnements juridiques aux difficultés déjà inhérentes au texte de loi qui vient d'entrer en vigueur. Me concernant, j'ai choisi de partager avec vous un sujet, alors dans le détail duquel je n'entrerai pas, parce qu'au niveau d'une branche, les obligations dont je vais vous parler ne sont pas celles qui vont être mises en œuvre à ce niveau-là, ce sera au niveau des entreprises, mais à nouveau accentuer et évoquer un point qui, nous semble-t-il, les branches doivent s'emparer, c'est celui de la problématique qui est peu présente dans les stipulations conventionnelles, ou alors de façon très très lapidaire, qui est celui de la prise des congés payés. Puisque Hugues vous a évoqué l'acquisition, vous savez tous que l'acquisition est bien bordée et bien calée par les textes du Code du travail. Nous avons une période annuelle d'acquisition qui débute du mois de juin légalement et qui se termine au mois de mai, sachant que par voie d'accord collectif, je peux changer cette période d'acquisition, notamment la caler sur l'année civile si je suis sur des modes d'aménagement, d'annualisation du temps de travail, voire également de forfait annuel jour. Mais le Code du travail est en revanche assez peu prolixe sur la thématique de la prise des congés payés, alors que cette notion de période de prise des congés payés est désormais, avec l'entrée en vigueur de la loi, centrale.
Elle est centrale pour deux raisons que je vais un peu plus explorer avec vous. D'une part, puisqu'il y a des nouvelles obligations déclaratives, vous le savez, à la suite d'un arrêt de travail du salarié que l'entreprise doit maintenant respecter. Et d'autre part, parce que le sujet du report, avec son point de départ et son point d'arrivée, se greffe, se raccroche également à la thématique de la période de prise des congés payés. Et que ce soit tant au niveau des branches qu'au niveau de la pratique des entreprises, que nous connaissons bien, on fait le constat qu'il y a peu de stipulations et qu'en réalité, notamment dans les entreprises, mais parce qu'il n'y a pas non plus de stipulation de branche pour les assister, chacun fait un peu sa sauce, à sa manière, en ne respectant pas ou en n'appliquant pas les dispositions du code en la matière. Et lorsque on fait des audits ou lorsqu'on échange avec nos clients en matière d'entreprise pour leur demander quelle est votre période de prise de congés payés au sein de l'entreprise et quelle est la source, le texte, la notice, les éléments qui tracent par écrit cette définition de la prise de congés payés, la plupart du temps, il n'y a rien. Autant la période d'acquisition, on connaît la loi, autant la période de prise, si ce n'est le fait que ça débute légalement du 1er mai pour se terminer le 31 octobre, la plupart du temps, dans les entreprises, il n'y a pas de définition formelle et expresse de la période de prise de congés payés. Et au niveau des conventions de branche, c'est également assez pauvre. Et parfois, certaines conventions sont tout simplement taisantes sur le sujet ou renvoient à la loi, alors qu'on va le voir, la loi elle-même renvoie aux dispositions conventionnelles. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, il nous semble qu'avec le toilettage sur la problématique de l'acquisition, les branches ont également un travail à fournir d'éclaircissement, de simplification, vis-à-vis des champs d'application des conventions collectives pour également traiter ce sujet de la prise de congés payés. Alors, première raison, je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, parce que il y a en premier lieu la nouvelle obligation informative qui pèse sur l'employeur à la suite d'un arrêt de travail du salarié. Lorsqu'un salarié est en arrêt de travail, peu importe son origine, professionnel ou non professionnel, c'est sans incidence. Peu importe que cet arrêt de travail soit indemnisé ou pas, peu importe sa durée, donc même pour quelques jours, on dirait même pour une seule journée, à la suite de cet arrêt de travail, lorsque le salarié reprend son travail, et ce n'est pas non plus conditionné à une visite de reprise du médecin, c'est également sans incidence, il y a depuis le 24 avril l'obligation d'informer le salarié dans un délai d'un mois suivant la reprise, puisque ça peut prendre notamment le vecteur, le support, le truchement d'une information via le bulletin de paie, d'informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose. Alors, vous me direz, sur 1 ou 2 jours d'absence, ça ne change pas grand-chose, puisque l'information figure sur le bulletin de paie, mais aussi, et c'est là où je vais en venir, et vous le voyez sur le support, la date à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Or, autant dans les bulletins de paie classiquement tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, j'ai de mois en mois le nombre de jours que le salarié a acquis. Souvent d'ailleurs dans la formulation des bulletins de paie, j'ai les CP2, j'ai les CP1, j'ai la période de référence en cours, j'ai la période de référence d'acquisition passée avec pour chacune d'elles les droits acquis pour le salarié. Donc cette information sur le nombre de jours dont je dispose est aujourd'hui en pratique avérée et établie. En revanche, l'information sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congé pour la période de référence d'acquisition en cours et pour la période de référence d'acquisition passée peuvent être pris est la plupart du temps inexistante. En tout cas, je ne l'ai jamais vu sur les bulletins de paie. Et cette information soit devra figurer sur le bulletin de paie, soit devra figurer sur une déclaration annexe ou par tout autre truchement. Mais encore faut-il, pour que cette information ait du corps et une substance, que l'entreprise ait préalablement défini quelle est sa période de prise de congé payé. Or, la plupart du temps, je le répète, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des branches, il n'y a rien à ce sujet. Donc, premier élément fédérateur et cardinal sur cette obligation, c'est que de toute façon,
définir aujourd'hui une période de prise de congé sera incontournable et imparable pour respecter la nouvelle obligation informative qui pèse depuis le 24 avril sur les entreprises. Deuxième élément que l'on peut évoquer, tiens, ça fonctionne plus. Deuxième élément que l'on peut évoquer, c'est que, vous le savez, la loi nouvelle a également créé, en droit français, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, un délai de report de 15 mois, au terme desquels, sous certaines conditions, les droits s'éteignent, sont perdus, si le salarié n'a pas pu les prendre. Et lorsqu'on analyse le nouveau texte du Code du travail concernant ce période de délai de report de 15 mois, on voit également qu'à sa lecture, on prend comme pivot, comme point d'appui et de support, la période de prise de congé. Le texte étant libellé ainsi, vous pouvez le lire avec ensemble. Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité pour cause de maladie ou d'accident de prendre au cours de la période de prise de congé toute ou partie de ses congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report. Donc, même question, quelle est la période de prise de congé applicable au sein de l'entreprise? Et cette période de prise de congé, par quoi est-elle définie? Est-ce l'entreprise par la voie d'un accord collectif d'établissement de groupe d'entreprise? Est-ce mes stipulations de branche, puisque cette mention figurerait au niveau de la branche, même si celle-ci viendrait en second rang par rapport aux stipulations d'entreprise? On ne pourra pas et on ne peut pas appliquer la nouvelle législation en matière de délai de report de 15 mois si, dans l'entreprise, il n'y a pas préalablement définition de la période de prise de congé payé. Voilà les deux raisons qui justifient et motivent que ce sujet, qui a été très largement mis de côté jusqu'à présent, aussi bien au niveau des branches, la plupart des branches, pas toutes, que des entreprises, doit être régularisé et balisé très rapidement, puisque ce sujet est d'actualité et a vocation à s'appliquer maintenant depuis à peu près un mois. Donc, si on poursuit cette problématique du délai de report en matière d'arrêt maladie, et sans non plus rentrer dans le sujet, on a une logique alors qui n'est franchement pas d'une simplification manifeste et qui saute aux yeux sur la façon dont on doit l'appliquer, selon que je me situe pendant la période d'acquisition qui est en cours ou avec des congés qui ont été acquis au cours d'une période antérieure. Donc, je ne ferai pas l'exercice avec vous parce que ce n'était pas un sujet qui se traite au niveau d'une branche, de l'application pratique de ces délais de report de 15 mois, puisque ce sont les entreprises, les employeurs qui doivent à leur niveau gérer ce nouveau système qui, avouons-le, n'est pas évident. Et dans le support, je vous ai mis quelques exemples qui viendront, et vous aurez le support. Et de toute façon, la visio d'aujourd'hui sera mise en replay sur la chaîne du cabinet, donc vous pourrez la revoir sereinement et plus calmement. Mais c'est également un point que les branches ne doivent pas éluder dans un intérêt de rendre service aux entreprises qui relèvent de la convention collective, parce que notamment dans les TPI, dans les TPE, voire les PME et les PMI, ce n'est pas non plus un sujet qui sera abordé. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, en réalité, sans qu'elles ne le sachent et qu'elles en aient conscience, se trouvent dans une forme d'incapacité d'appliquer la loi parce qu'elles n'ont défini aucune période de prise de congé. Donc, je ne sais pas au niveau de l'obligation informative après un arrêt maladie ce qu'elles écrivent, et je ne sais pas comment elles vont pouvoir déterminer l'application du délai de report de 15 mois alors qu'il n'y a pas de définition formelle de la période de prise de congé payé, tant à leur niveau que, le cas échéant, au niveau de la branche. Alors, me direz-vous, comment finalement se définit cette application de prise de congé que prévoit comme période le Code du travail?
Donc, le Code du travail prévoit, dans le cas de son triptyque, hein, qui a été introduit il y a quelques années, 3 séries de dispositions, des dispositions de droit public, des dispositions qui relèvent du champ de la négociation collective, et on va évidemment s'y appesantir, et à défaut, des dispositions supplétives. Vous aurez compris que, bien évidemment, au niveau des branches, on vous incite et on vous invite à vous emparer des dispositions du champ de la négociation collective. À la base, vous avez 2 principes qui sont relativement simples. Le premier, c'est que les congés payés s'acquièrent, peuvent se prendre, enfin pas s'acquièrent, mais enfin s'acquièrent, oui, ils peuvent se prendre dans la foulée dès l'embauche. Alors, c'est un principe qui a maintenant une vingtaine d'années, qui avait été introduit par les lois Aubry, la loi Aubry II, puisque avant 2000, il n'y avait pas cette pratique en droit français de pouvoir prendre les congés payés dès l'embauche. Il y avait la pratique, je finis ma période d'acquisition. Parfois, on pouvait mettre en place des congés par anticipation, mais j'avais la pratique de la période d'acquisition annuelle qui se terminait, et c'est au bout et au terme de cette période d'acquisition que dans la foulée et dans le prolongement de celle-ci, je pouvais prendre mes congés. Donc, depuis maintenant un quart de siècle, dès l'embauche, je peux prendre mes congés, mais si je peux prendre également mes congés, je dois les prendre à l'intérieur d'une certaine période. Ce n'est pas le salarié qui fait son marché et qui décide, comme il le souhaite, la façon dont ces congés doivent être pris. Et le deuxième principe, qui lui a toujours existé, en tout cas qui était préexistant à cette modification qui était intervenue en 2000 avec la possibilité de prise dès l'embauche, c'est que la loi, alors maintenant depuis des décennies, fixe une période à minima qui comprend en toute occurrence, chaque année, la période du 1er mai au 31 octobre. Donc on sait que légalement et à minima, cette période du 1er mai au 31 octobre constitue la période de prise de congé. Avec néanmoins une petite précision de ma part, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit d'une disposition d'ordre public dans le cadre du nouvel ordonnancement avec le triptyque, et un accord d'entreprise ou de branche ne peut pas venir restreindre cette période du 1er mai au 31 octobre, sans entrer dans le détail, mais il y a quelques années, sous le régime antérieur, et à l'époque, selon la rédaction des textes tels qu'ils existent dans le Code du travail, il y avait la possibilité pour des accords de pouvoir fixer une période différente. C'est pour ça d'ailleurs que parfois, dans certaines conventions collectives, on voit une période de prise de congé qui débute non pas le 1er mai, mais le 1er juin, puisque souvent, il y avait un calage entre la période annuelle d'acquisition, 1er juin, 31 mai, et puis la période de prise. Depuis quelques années, le Code du travail ne permet plus cette marge de manœuvre, et donc les conventions collectives dont les stipulations mentionnent encore une période de prise à compter du 1er juin ne sont pas conformes. En tout état de cause, la période de prise débute toujours aujourd'hui à compter du 1er mai et court à minima jusqu'au 31 octobre. Ça, ce sont les dispositions d'ordre public. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, parce qu'on sait bien que dans les entreprises, les salariés ne concentrent pas leur prise de congé payé sur cette seule période. Il y a la période du congé principal qui court, dirons-nous, pendant cette période estivale, mais il y a également, parfois, souvent du fractionnement avec la 3e ou la 4e, sans parler de la 5e semaine, et il y a également des congés qui sont pris en fin d'année, pendant les vacances de février, voire de printemps. Donc on sait tous que dans la pratique des entreprises, on est effectivement sur une période de prise de congé payé qui va au-delà de ces seuls quelques mois légaux. Et c'est là où les branches doivent s'emparer du champ de la négociation collective qui leur est offert, même si vous le voyez, les accords de branche viennent en second rang, hein, puisque c'est un accord d'entreprise ou d'établissement, on pourrait dire également de groupe, ou à défaut une convention, un accord de branche qui fixe quoi? La période de prise des congés. Il n'y a pas beaucoup de branches qui fixent cette période de prise de congé. Alors ensuite, j'ai également d'autres sujets, j'ai l'ordre des départs, j'ai le fractionnement, je n'évoquerai pas l'ordre des départs et le fractionnement, puisque ce sont également des éléments du champ de la négociation collective. Mais la période de prise des congés est un élément qui figure dans le champ de la négociation collective et qui a vocation à être fixé, j'allais dire, une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, de quelle façon? Là, vous avez une certaine liberté à partir du moment où la période du 1er mai au 31 octobre est calée.
Et je partage avec vous, on va le voir après, quelques dispositions de convention collective récentes que j'ai trouvées et qui permettent d'illustrer, on va dire, positivement cette thématique pour vous inspirer, mais sachant que vous pourrez également fixer d'autres règles à destination des entreprises qui relèvent de votre champ d'application. Si cela n'est pas fait, et on est souvent dans cette hypothèse où, au niveau des branches ou d'une entreprise, je n'ai pas de disposition, les dispositions supplétives, là également existent, mais elles sont peu appliquées. À défaut de stipulation dans une convention ou d'accord d'entreprise, d'établissement ou à défaut de branche, l'employeur définit après avis du CSE, s'il existe, s'il n'existe pas, il n'y a pas d'avis à recueillir, la période de prise de congé. Donc, chaque année, une entreprise qui n'est pas couverte par des stipulations conventionnelles, notamment de branche, est censée, si elle dispose d'un CSE, présenter à l'information la consultation de celui-ci la fixation de la période de prise de congé pour l'année à venir. Et ça se fait toujours en début d'année civile, puisque la loi mentionne également que les salariés doivent être informés par les entreprises au moins 2 mois avant de la date d'ouverture de la période de prise de congé. Donc, comme légalement, la date d'ouverture de la prise de congé, c'est le 1er mai, 2 mois avant, ça signifie que fin février au plus tard, les entreprises sont censées, à défaut de stipulation conventionnelle, avoir consulté leur CSE, fixer la période de prise de congé qui s'applique et en informer les salariés par voie d'affichage. On sait tous que cette pratique n'est peu déployée et qu'elle est peu infusée ou diffusée parmi les entreprises parce que justement, il y a une absence, malheureusement, de stipulation conventionnelle. Alors, quelques exemples à partager avec vous de stipulations conventionnelles qui, justement, apportent de l'eau au moulin et répondent à cette problématique que je viens d'exposer avec vous. J'ai pris 2 exemples. La première, la CCN de la métallurgie, puisqu'elle est récente et elle est relativement bien construite sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs. Et également la convention collective, on verra ensuite des bureaux d'études. Au niveau de la métallurgie, j'ai l'existence de stipulations de branches qui sont claires et non équivoques. La période de prise de congé payé est fixée en principe du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Donc, on est sur une logique que les entreprises appliquent, mais la plupart du temps, elles ne l'ont pas écrit, il n'y a pas de source textuelle. J'ai ma période d'acquisition qui court du 1er juin au 31 mai N+1. J'ai ma période de prise qui court du 1er mai N+1 au 30 avril N+2. Donc, j'ai une période de prise avec un léger chevauchement sur le mois de mai qui court avec une période de prise sur 12 mois. Et la convention de prévoir qu'en fonction des besoins d'entreprise, une autre période peut être fixée par l'entreprise, mais en tout état de cause, elle doit correspondre au 1er mai et au 31 octobre. Et la convention collective rappelle bien que 2 mois avant sa période de début, l'information doit être faite par l'entreprise auprès de son personnel. Donc, en matière de la métallurgie, si les entreprises n'ont rien fait à leur niveau, j'ai bel et bien une période de prise annuelle qui est définie et qui permet d'ores et déjà d'appliquer la nouvelle obligation informative que j'ai évoquée tout à l'heure et le nouveau dispositif de période de report des congés payés. Avec également, et ça c'est intéressant à souligner, parce que ça c'est encore un angle mort qui existe dans notre droit français, et peut-être qu'un jour, définitivement, le législateur s'en emparera, puisqu'il n'est toujours pas réglé dans notre droit français, alors qu'on connaît tous également la fin de l'histoire, puisque la Cour de justice l'a tranché indéfiniment, et la Cour de cassation a donné également les éléments, de la thématique de la prise de congé qui a lieu. Et j'ai mon salarié qui, pas de chance, pendant sa période de prise de congé, tombe malade, ou qui, avant de partir en congé, tombe malade. Donc, il y a encore des entreprises qui appliquent la fameuse règle de la première cause de suspension. Si le salarié était d'abord en congé et qu'il tombe en maladie, eh bien, je continue d'appliquer les congés. Et si le salarié est tombé d'abord en maladie et qu'il devait partir ensuite en congé, j'applique la période de la maladie, première cause de suspension. Bon, inutile de vous dire que cette
pratique qui a été pendant de longtemps mise en valeur et en application au sein de notre droit n'a plus cours. En tout état de cause, à partir du moment où un salarié tombe en arrêt maladie, il y a suspension, en tout cas on arrête le décompte de ses congés payés. Donc le salarié qui tombe en maladie avant de partir en congé, il est en maladie, ses congés devront être pris à son retour. Le salarié qui tombe en maladie pendant ses congés, on bascule d'un traitement de suspension du contrat pour cause de congé vers un traitement de suspension du contrat pour cause de maladie. Et également dans les entreprises et dans les branches, ce sujet a été peu traité et la métallurgie est un des exemples de ce traitement, puisqu'elle prévoit en effet dans un de ses articles, c'est pour ça que je vous le mets, je voulais le partager pour ne pas oublier ce sujet de la thématique, que lorsque les congés de salariés ont été reportés en raison d'une maladie ordinaire ou d'un accident du travail, il y a un report. Alors, ils avaient déjà prévu un délai maximal de 15 mois, dont je pourrais dire quelques mots, puisqu'il n'a aucun sens en droit français. Et je vous renvoie à l'excellente revue que le professeur Radet pilote chaque mois droit social, qui a peut-être 2 ou 3 mois avait fait tout un numéro spécial en droit comparé en matière de thématique des congés payés. Et ce fameux délai de 15 mois, j'ai déjà eu d'ailleurs l'occasion de m'en ouvrir à Florence Mérez, qui est en principe parmi nous aujourd'hui et que je salue dans l'actuel RH, a été aujourd'hui dupliqué en France, mais ce délai de 15 mois n'a aucun sens par rapport au droit français, puisque lorsque la Cour de justice a avalisé ce fameux délai de 15 mois, c'était par rapport à des dispositions de droit allemand bien spécifiques, qui avaient leur logique et leur cohérence, et qui, en tant que telles, ne sont pas d'ailleurs transposables en droit français. Cela étant, depuis que la Cour de justice, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, a avalisé et endossé cette durée de 15 mois, tout le monde s'est référé à cette durée sans aller vérifier quelle était sa source par rapport au droit national qui était en cause. Et c'est la raison pour laquelle notre législateur français a dupliqué, j'allais dire pas bêtement, mais à l'aveugle, ce délai de 15 mois, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il soit un peu plus court ou un peu plus long, parce que la Cour de justice ne s'est jamais non plus exprimée sur le fait que, par exemple, un délai de 14 mois serait incompatible avec la directive. Bon, bref, en tout cas, on est sur un délai de 15 mois, mais ce sujet également de l'enchevêtrement, de l'articulation d'une période de congé payé qui vient se télescoper avec une période d'arrêt maladie et de savoir quelle est la première cause de suspension qui s'applique ou pas, a vocation également à être traité, et c'est ce que fait cette CCN. Et enfin, autre exemple, celui de la convention dite Syntec, des bureaux d'études. Là, c'est aussi une pratique qui est assez courante. J'ai une période de prise de congé qui est fixée par une stipulation de branche, alors sauf stipulation différente par une entreprise. Elle débute le 1er mai, de toute façon, j'ai pas le choix. Elle aurait pu débuter avant, hein, mais c'est de toute façon au plus tard le 1er mai. Et là, la période n'est pas de 12 mois, comme on l'a vu, mais elle est sur 13, puisque elle va donc se terminer du 1er mai, enfin, elle va courir du 1er mai N+1 jusqu'au 31 mai de N+2, et rien n'interdit, en effet, à des stipulations de branche ou d'entreprise, d'avoir ce type de clause, c'est-à-dire d'avoir une période de prise de congé payé qui soit légèrement supérieure à l'année. Cela ne pose absolument pas de difficulté, puisqu'en tout état de cause, la période légale de congé payé d'ordre public est respectée. Simplement, ça oblige à gérer des doublons, des articulations et également des chevauchements entre, d'une part, la période de référence d'acquisition qui se termine au 31 mai et une période de prise qui, à chaque fois, va couvrir 2 fois le mois de mai, une fois au début et une fois à la fin. Mais bon, après, c'est de la technique de gestion de paie et c'est de la traçabilité. Cela ne pose pas de difficulté, mais là également un exemple d'une stipulation conventionnelle qui existe et qui permet sans difficulté aux entreprises de cette branche d'appliquer une nouvelle obligation informative et d'appliquer la technique, le nouveau dispositif du délai de report de 15 mois. Donc voilà, assez brièvement, puisque le professeur Radet va maintenant intervenir, ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, en vous ayant donné ces exemples de ce qu'il faut faire, je voudrais également vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et les cordonniers étant toujours les plus mal chaussés, je vous incite surtout à ne pas réitérer la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats, dont relève le cabinet, puisque là, on a une clause qui est merveilleusement bien rédigée
Et on voit d'ailleurs que les organisations patronales de la branche des avocats sont extrêmement affûtées, puisque j'ai dans la convention collective un article qui, comme vous le voyez, règle tout. La période normale des congés annuels est celle prévue par la loi. Point, fermez le banc. Voilà en tout cas un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et qui oblige pour le coup le cabinet à avoir son propre dispositif d'entreprise conclu avec son CSE en la matière. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Camille, il y a quelques questions, je suppose. Alors, première, période de prise de congés payés. Si je reporte les congés sans supprimer le compteur non pris à zéro depuis des années, cette situation peut-elle avoir des conséquences sur le délai des 15 mois de report commençant le 1er juin dans le cas d'absence supérieure? Oula, alors attendez, alors déjà on n'est pas sur une question de branche, on est sur une question du plan entreprise. Et vous pouvez juste là, parce que c'est pas évident à appréhender quand vous êtes ainsi. Donc j'ai une période de prise de congé de payer si période de prise de congé payé. Bon, j'espère qu'elle est définie. Si je reporte les congés sans supprimer le compteur non pris à zéro depuis des années. Un report. D'accord, donc j'ai un report, j'ai un compteur qui est en crédit, qui a été acquis, qui n'a pas été pris. Je ne remets pas les compteurs à zéro, donc ils se reportent d'année en année. Cette situation peut-elle avoir des conséquences sur le délai de 15 mois de report commençant le 1er juin dans le cas d'absence supérieure à 1 an? Alors, ça ne joue pas en tant que tel sur la durée du délai de 15 mois, puisque le délai de 15 mois, comme vous le savez, est fixé par la loi. Et d'ailleurs, c'est un délai que les branches ou les entreprises peuvent s'emparer pour le prolonger, mais ne peuvent pas le réduire. Et peut-être que pour rebondir sur ce qu'évoquait tout à l'heure Hugues, le fait d'avoir cette possibilité de prolonger le délai de 15 mois au-delà, peut être un des éléments de concession et de compromis qui pourrait être mis sur la table pour pouvoir inciter les organisations syndicales à négocier et à toiletter l'accord de branche, puisqu'il est vrai que aujourd'hui, face au schmilblick qui peut exister dans certaines clauses de branche, il peut être difficile de passer par la voie de la révision ou par la voie de l'avenant interprétatif. Donc, j'ouvre cette parenthèse. La possibilité, même si les entreprises qui relevant de cette convention collective ne seront peut-être pas toujours très favorables, pourrait quand même permettre d'avoir un jeu de négociation. Oui. Je crois comprendre la question, Emmanuel, comme l'existence d'un usage permettant un report illimité par le passé et qui conduit une entreprise, alors ça c'est une question d'entreprise, mais qui fait que finalement on n'efface jamais les congés, qu'ils soient pris ou pas pris, acquis en maladie ou en absence ou en travail effectif. Et c'est l'articulation, c'est ce que je crois comprendre, de cet usage avec la nouvelle règle légale qui, du fait du report, conduit à une extinction de le principe de faveur fait qu'à aucun moment il ne fait obstacle à des usages ou des engagements unilatéraux existants dans une entreprise qui seraient plus favorables. Et donc, si dans cette entreprise, par malheur ou par bonheur, à tort ou à raison, on ne porte pas d'appréciation, j'ai un usage qui fait que les compteurs ne sont remis jamais à zéro, eh bien cet usage, jusqu'à ce qu'il soit dénoncé, soit par la procédure que vous connaissez, par la voie justement d'une disposition conventionnelle, a vocation à s'appliquer et ne vient pas être du jour au lendemain gommé ou effacé par le nouveau dispositif légal. Donc, ça signifie que le délai de report de 15 mois tel qu'il est en vigueur maintenant depuis le 22 avril ne viendra pas être neutralisé et annihilé par l'existence de cet usage. Merci. Alors, comment sur une période de prise de congé... communication sur période de prise de congé, elle ne concerne que les congés d'été, car les délais de date de communication ne sont pas les mêmes. Non, la période de prise de congé qui est évoquée par la loi, c'est bien une période annuelle, puisqu'on l'a suffisamment répété. La logique de la législation en matière de congé, c'est toujours une annualité. Il y a l'annualité dans l'acquisition, on l'évoquait d'ailleurs avec Hugues Lapalu, le professeur Adé avant et Mélanie, dans la règle d'arrondi. Et il y a également une annualité dans la prise. Donc, quand on parle de la période de prise de congé, c'est je dois fixer dans mon entreprise, et on l'a bien vu avec les exemples de stipulation conventionnelle, la période de point de départ, point d'arrivée, à l'intérieur de laquelle je prends tous mes congés. C'est pour ça que la plupart du temps, les entreprises se calent sur une période de prise de 12 mois, voire 13 mois, puisqu'on sait bien que par le biais du fractionnement, les salariés échelonnent. Et si vous fixez une période de congé uniquement du 1er juin au 31 octobre,
Ça voudrait dire, en théorie, que les 5 semaines de congé sont prises, sauf à ce que, par accord des parties, ça aille au-delà. Cela n'a pas de sens. La logique aujourd'hui, par voie de branche ou par voie de disposition conventionnelle, c'est bien de fixer une période annuelle. 12 mois pour l'exemple de la métallurgie, 13 mois l'exemple des bureaux d'études. Et enfin, une autre question. Nous ne pouvons donc pas avoir une période de prise définie largement du 1er juin de l'année N. La réponse est non, vous l'avez compris, puisque en tout état de cause aujourd'hui, cela doit débuter la période de prise le 1er mai, et ça c'est incontournable. Au 31 mai de N+1, si, ça c'est tout à fait jouable. Vous pouvez partir du 1er mai au 31 mai, c'est l'exemple de la convention bureau d'études Syntec. En revanche, 1er juin, prise, point de départ, 31 mai, N+1, point de chute ou d'arrivée, non, puisque la date du 1er juin n'est pas conforme avec la règle d'ordre public qui fait que, dans tous les cas, ça doit démarrer le 1er mai. Mais comme je l'ai indiqué, encore certaines conventions collectives de branche, compte tenu du droit intérieur, font figurer ce point de départ, mais qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et enfin, une dernière question. Si la convention collective prévoit une période de prise, pas d'obligation pour l'employeur d'informer les salariés 2 mois avant l'ouverture de la période. Ah oui, d'accord. Donc, on est dans un schéma où j'ai une stipulation conventionnelle de branche ou d'entreprise qui a été prévue. Et cet accord collectif prévoit, par exemple, le 1er mai N+1 jusqu'au 30 avril ou 31 mai de N+2. Le fait que la convention collective de branche ou l'accord d'entreprise ait fixé cette période de prise ne neutralise pas ou non plus n'efface pas l'obligation d'information qui pèse sur l'employeur, qui est quand même d'informer chaque année. Alors, vous pouvez faire une bonne fois pour toutes, hein, puisque chez un accord d'entreprise, on sait que c'est fixé, que ça se répète d'année en année. Il y a lieu de toute façon d'informer, mais une seule note suffit, il n'y a pas besoin de la répéter chaque année, pour dire que dans l'entreprise, en application de la stipulation de la clause de l'accord de branche X ou de l'accord d'entreprise Y, la période d'ouverture, vous faites quand même une information hein, toujours par titre de précaution, débute de telle période à telle période, et à partir du moment où vous l'avez fait une bonne fois pour toutes, il n'y a pas lieu de le réécrire chaque année, puisque ce serait un formalisme aussi vain qu'inutile. Voilà, je crois qu'il y a encore d'autres questions. Alors, comment gérer pour des salariés en poste de très gros compteurs CP issus de longs arrêts de travail, par exemple 48 jours de congés payés, concilier activité et gros compteurs. Donc là, vous êtes sur la problématique de la prise des congés qui ont été acquis pendant des périodes de longue maladie avec le retour du salarié qui reprend son travail et qui fait que, alors qu'il a été absent peut-être pendant des années, vous êtes bien content qu'il revienne enfin à son poste et que pas de chance, vous allez devoir quand même gérer une nouvelle absence puisque cette fois-ci, il va repartir dans une cause de suspension du contrat qui n'est plus la maladie, mais qui est la période de prise. Le nouveau dispositif légal ne vous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre et la Cour de justice interprétant ou appliquant la directive non plus. Il y a une obligation pour l'employeur, lorsqu'un salarié a acquis des congés pendant sa période de maladie, de les laisser les lui prendre une fois qu'il est revenu. Et c'est d'ailleurs pour laquelle j'ai une obligation d'information aujourd'hui, puisque cette obligation, souvenez-vous-en, elle porte non seulement sur le quantum de droits dont dispose le salarié, mais également la date jusqu'à laquelle il va pouvoir les prendre, à défaut de quoi ceux-ci seront éteints ou perdus. Donc ensuite, il y a évidemment la bonne intelligence qui préside entre d'un côté l'employeur et son salarié pour pouvoir, le cas échéant, échelonner cette prise de congé et faire en sorte que ne s'absente pas à nouveau pour 48 jours pendant des mois et des mois. Mais ça, c'est pas l'accord de branche qui le gère, c'est pas non plus l'accord d'entreprise, quoi qu'on pourrait imaginer des stipulations en ce sens. C'est le dialogue et la bonne entente entre l'un et l'autre. Mais rien n'interdirait à un salarié qui revient de l'entreprise après 3 ans d'absence de dire « Coucou, c'est moi, je passe la visite de reprise et je repars immédiatement en congé pendant 2 mois. » Puisque vous ne pouvez pas, vous, entreprise, mettre le salarié dans l'impossibilité de prendre effectivement les droits qui tirent de la directive et de la législation française.
On peut Emmanuel, peut-être proposer des dispositifs d'épargne de CET pour des compteurs importants. S'ils existent, et encore faut-il que le salarié Bien sûr, volontairement veuille les alimenter son CET, puisque rien ne l'obligerait à agir en ce sens. Mais ça veut dire également que d'un point de vue comptable, côté entreprise, vous vous baladez avec une provision pour congé payé extrêmement importante d'exercice en exercice. Et enfin, la dernière question, pour les contrats rompus, le fait que la CCN prévoit une période de prise depuis 2009, cela faciliterait-il la défense en cas de contentieux si l'entreprise ne fixait pas en interne une période? Alors, je souligne qu'à partir du moment où vous avez une convention collective qui a bien prévu une période de prise de congé payé, donc depuis 2009, la règle de la période annuelle de prise de congé était remplie et était validée, mais ça ne vient pas néanmoins effacer toute difficulté. Alors, si je suis sur un contrat qui est rompu, donc un salarié qui est déjà sorti des effectifs, s'il a agi en justice ou s'il a déjà agi en justice, se posera pour vous la problématique de la prescription, dans le détail de laquelle je n'entrerai pas, mais il y aura une problématique de prescription triennale qui pourra se poser, non seulement pour agir et donc saisir le juge, mais également une prescription de l'action, mais également la prescription de la créance, c'est-à-dire sur combien de temps en arrière puis-je revenir, sachant que le Code du travail mentionne un délai de 3 ans en arrière à compter de la rupture du contrat, mais se posant des questions de compatibilité de ce dispositif légal, le cas échéant avec le droit européen ou d'autres sources. En tout cas, si j'étais, il y a encore peut-on étaler ces CP sur plusieurs années en petites fractions? Alors, à nouveau, rien n'interdit d'aller au-delà des dispositions légales et de vous mettre d'un commun accord en concertation avec le salarié sur le fait de prendre ces CP sur plusieurs années, mais c'est-à-dire que là, on parle du salarié qui est en poste, on ne parle pas du salarié dont le contrat de travail est rompu. Rien n'interdit, puisqu'on peut imaginer en effet que pour les salariés qui sont en poste et qui ont été malades de très nombreuses fois depuis 2009, vous vous retrouvez aujourd'hui avec un compteur qui soit extrêmement important et qui fasse que d'ailleurs, spontanément, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ça sera le mot de la fin, sinon Christophe Radet, malheureusement, n'aura plus beaucoup de choses à dire, et ça serait dommage pour vous, parce que tout ce qu'il dit est à écouter avec saveur et candeur. Eh bien, ça signifie également que en la matière, vous aurez à gérer une problématique qui fait que le salarié, vous avez intérêt à pouvoir accuser avec lui rapidement ses droits. Clairement. Pour éviter qu'on ne transporte encore une portabilité, non pas des frais de santé et prévoyance, mais une portabilité des droits à congés payés qui perdure ad vitam aeternam. Voilà. Professeur Radet, merci, je vous cède ma place avec plaisir. Emmanuel. Bien, merci beaucoup pour cette transition très flatteuse et très aimable, trop aimable d'ailleurs sans doute. Alors on va évoquer avec vous quelques éléments de l'actualité jurisprudentielle en matière d'accord collectif au sens large, avec un focus direct ou indirect sur l'actualité des branches. Et on va essayer d'ailleurs de réindexer le propos sur la question notamment des congés payés, puisque la première décision que je voulais évoquer avec vous, c'est un arrêt qui a été rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 mai 2024 et qui concerne la question de la possibilité pour un accord collectif de rétroagir. Alors, je vais commencer par me mettre une balle dans le pied en vous disant que ça ne concerne pas un accord de branche et que ça ne concerne pas directement la question des congés payés, mais c'est quand même l'occasion de rappeler quel est le pouvoir dont les partenaires sociaux sont investis lorsqu'ils souhaitent modifier l'ordonnancement juridique, pas pour le futur, puisque pour le futur, la problématique ne se pose pas, mais pour le passé. Alors, le principe que vous connaissez, c'est que, comme la loi, l'accord collectif ne peut pas rétroagir. L'article 2 du Code civil est applicable y compris aux accords collectifs. Donc, l'accord collectif ne peut disposer que pour l'avenir, mais la jurisprudence a admis une possibilité pour les accords collectifs, et donc qui s'applique aux accords d'entreprise, mais également aux accords de branche. C'est là où on va retomber sur nos pattes. C'est la possibilité d'adopter pour le passé des dispositions qui soient plus favorables aux salariés
à condition de respecter le principe d'égalité de traitement. Voilà, ce sont les deux consignes qui ont été données par la Cour de cassation au prix d'une évolution jurisprudentielle dont je vais vous faire grâce. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un accord collectif peut créer des avantages pour le passé qui ne figuraient pas ni dans la loi ni dans l'accord antérieur lorsqu'on est sur une révision. Ça veut dire également qu'un accord collectif peut réviser des dispositions conventionnelles dès lors que c'est dans un sens qui est plus favorable aux salariés. Mais ça veut dire aussi que cette modification rétrospective des dispositions d'accords collectifs doit respecter le principe d'égalité de traitement, ou plus exactement, ne doit pas introduire d'atteinte au principe d'égalité de traitement, ce qui veut dire que si on introduit rétrospectivement des différences de traitement qui ne figuraient pas dans l'accord collectif, il faut impérativement que les salariés qui soient placés dans la même situation en bénéficient de manière effective. Donc, il y a quand même une petite vérification à faire sur les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir décider de faire rétroagir une disposition conventionnelle. Alors, la question qui va se poser, c'est celle de l'opportunité. Pourquoi les partenaires sociaux pourraient-ils décider d'adopter des dispositions conventionnelles ayant un caractère rétroactif? Et pourquoi, par exemple, les branches pourraient-elles se saisir de cette possibilité de faire rétroagir leurs dispositions? Alors, ça peut avoir un intérêt, notamment dans le contexte de l'article 37, grand 2 de la loi d'avril 2024, c'est-à-dire dans le contexte de l'accompagnement de l'application rétroactive du nouveau dispositif sur les congés payés. Puisque vous vous retrouvez avec effectivement une application rétroactive de la loi, on l'a vu, ça a été très bien expliqué précédemment, et ça risque de mettre aussi en porte-à-faux la confrontation entre l'application rétroactive des dispositions légales et l'application de l'époque des dispositions conventionnelles. Donc les partenaires sociaux pourraient, et je pense que ça a été bien expliqué, auraient intérêt sans doute à réexaminer l'ensemble de leurs dispositions conventionnelles en matière de congés annuels, puisque les dispositions anciennes qui avaient été adoptées, elles l'ont été au regard des dispositions légales de l'époque. C'est-à-dire que lorsqu'on décide d'ajouter des dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés, on le fait évidemment par rapport au niveau des droits légaux des salariés. À partir du moment où vous touchez aux droits légaux des salariés, vous modifiez forcément l'équilibre entre le niveau d'avantage garanti par la loi et forcément le niveau d'avantage que la branche souhaite garantir aux salariés. Or, cette modification de l'équilibre entre ce qui est prévu par la loi et ce qui est prévu par l'accord collectif se fait pour le passé, puisque la loi a une application rétroactive. Donc les partenaires sociaux pourraient être tentés, alors soit au niveau des branches, soit au niveau des entreprises, mais il faut évidemment, lorsqu'on est en responsabilité d'une branche, il faut penser également à l'application de l'accord de branche dans les entreprises, soit d'ailleurs pour les entreprises, et elles sont très nombreuses, qui n'ont pas d'accord d'entreprise, soit d'ailleurs parce que selon qu'on est dans le bloc 1, le bloc 2 ou le bloc 3, mais là on est dans le bloc 3, si on définit un niveau d'avantage au niveau de la branche, on définit aussi les conditions nominales de discussion dans les entreprises, puisque si les partenaires sociaux ne trouvent pas d'accord dans les entreprises, c'est peut-être aussi parce qu'ils savent que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, on appliquera les dispositions de la branche. Donc il faut bien avoir conscience que lorsqu'on négocie dans la branche, on a derrière un effet domino sur l'application dans les entreprises et aussi sur le niveau de la discussion dans les entreprises, puisque la branche constituera en quelque sorte un nominal de discussion pour l'entreprise. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut éventuellement intervenir pour le passé sur les avantages conventionnels? Alors, il y a deux manières d'intervenir. Soit on décide de modifier l'état du droit de manière rétrospective. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un conseil à donner aux branches que de commencer à faire de la rétroactivité. Pas forcément l'objectif que de changer les règles du jeu. Mais la possibilité a été évoquée tout à l'heure par Hugues de manière très intéressante. C'est la possibilité, notamment lorsqu'on est sur des accords de branche qui ont été écrits il y a assez longtemps et qu'il y a une ambiguïté dans l'interprétation des accords, une ambiguïté qui peut être liée soit à des problèmes de rédaction. On sait que parfois, malheureusement, les accords de branche sont l'objet de tractations, parfois nocturnes, parfois tardives, et qu'on finit par arracher un accord en se mettant d'accord sur une terminologie qui, sans dire qu'elle plaira à tout le monde, en tout cas ne déplaira à personne. Et donc, on a parfois des dispositions qui sont écrites de manière un petit peu floue. Et puis, parfois, on a des accords de branche qui font référence à des dispositions légales qui ont disparu,
à des institutions légales qui ont disparu, à des terminologies légales qui ont disparu, à des manières de raisonner qui ont disparu. Tout à l'heure, il a été rappelé que avant 82, il y a un droit des congés payés qui a beaucoup changé avec les dispositions de l'ordonnance sur la durée du travail. Donc, on a quelquefois de vieilles dispositions qui sont restées comme ça dans le dispositif. Alors, il est possible d'utiliser la faculté, non pas forcément de révision pour le passé, mais la faculté d'interprétation. Et je rappelle, ça a été rappelé par Hugues tout à l'heure, que les dispositions interprétatives sont rétroactives par nature. Rétroactives par nature, ça veut dire que le juge, s'il y a un litige, ne va même pas s'interroger sur la question de savoir si cette disposition est plus favorable ou si elle respecte le principe d'égalité de traitement, sous réserve, et ça a été rappelé, qu'il s'agisse de véritables dispositions interprétatives, c'est-à-dire en réalité qu'il y ait dans l'état du droit préexistant une controverse sur l'interprétation de la disposition conventionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une malfaçon dans la rédaction de l'accord collectif, et cette malfaçon entraîne des hésitations ou des doutes. Et donc, le rôle de la branche, le rôle notamment des CPPNI, lorsqu'elles existent, c'est éventuellement de rendre des interprétations. Et si les accords de branche le prévoient, et il faut souhaiter qu'elles le prévoient de manière systématique, il faut que ces interprétations valent avenant interprétatif. Et théoriquement, d'ailleurs, comme ils sont interprétatifs, ils n'ont même pas besoin d'être étendus à leur tour, si jamais on est sur des dispositions d'accords de branche qui ont été étendues. Donc là aussi, il faut vraiment se saisir des outils du droit des conventions collectives. Soit on décide d'écrire de nouvelles dispositions et de leur conférer une portée rétroactive, pour essayer de mettre de l'ordre pour le passé dans l'application de l'accord de branche, dans la perspective, encore une fois, d'un accompagnement de la rétroactivité de la loi nouvelle. Et là, il faut penser, 1, au principe de faveur, 2, au respect de l'égalité de traitement. Et puis, il faut penser à cette possibilité d'utiliser les avenants interprétatifs ou les interprétations, notamment par les CPPNI, puisque ça permet notamment de clarifier, et on voit que depuis quelques jours et jusqu'à 8h59 ce matin, nous étions en train de vérifier un certain nombre de dispositions d'accords de branche sur lesquelles nous avons travaillé et nous apercevoir en fouillant un peu, en soulevant le capot et en allant voir ce qui se passe à l'intérieur du moteur des accords de branche, on s'est rendu compte qu'il y avait des dispositions qui parfois étaient extrêmement absconses. Alors, évidemment, la branche des avocats a eu la sagesse de renvoyer directement au dispositif légal pour régler tous les problèmes d'interprétation, mais parfois, il y a des formules et des affirmations qui sont problématiques. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à vous emparer des techniques de la négociation collective pour essayer de trouver une solution, une explication, dans le cadre, évidemment, de ce que définit la Cour de cassation sur le pouvoir de l'application rétroactive. Voilà, ce premier point, je voulais évoquer avec vous, qui n'est pas, encore une fois, une évolution de la jurisprudence, mais qui est l'occasion de rappeler tout de même cette jurisprudence sur la possibilité pour les accords collectifs de rétroagir à la fois de manière plus favorable et dans le respect du principe de l'égalité de traitement. Est-ce qu'on a des questions sur ce premier point? Pas de questions. Alors, la deuxième question que je voulais aborder avec vous est une question épouvantablement compliquée. Voilà. Alors, je m'en excuse à l'avance. Je n'aurai pas forcément le temps de rentrer dans le détail. On est sur de la pure technique de branche et c'est un contentieux qui concerne le secteur de la construction. On parlait de saga pour les congés payés. Alors là, on est sur une saga avec évidemment même des épisodes un peu anciens, avec toujours la difficulté, comme dans Star Wars, de savoir si les numéros 1, 2, 3, qui sont les numéros en réalité 4, 5, 6, doivent être vus avant les premiers ou après les deux premiers. C'est toujours compliqué. Alors là, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre et de bien expliquer ce qui se passe dans le secteur de la construction. Alors, dans le secteur du bâtiment, on a historiquement une organisation du secteur d'activité sur le plan économique en 4 branches professionnelles qui ont été chacune dotées d'arrêtés de représentativité sur le plan historique. Et ces branches professionnelles, elles étaient organisées en fonction des métiers et pas du tout en fonction des entreprises. Donc, on avait une branche pour les ouvriers des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés, une deuxième branche pour les ouvriers des entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus, un accord de branche pour les employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, et un accord de branche pour les cadres. Alors, cette architecture, cette organisation professionnelle des branches,
a été remise en cause parce que les acteurs, notamment les fédérations patronales du secteur du bâtiment, ont souhaité moderniser cette approche, regrouper dans de nouveaux périmètres de branches, regrouper non pas en fonction des métiers, mais en fonction de la taille des entreprises. Alors, on voit bien derrière ce qui se passe, et on retrouve ici une problématique qui est assez classique, puisque, par exemple, quand on regarde sur le plan de la représentativité interprofessionnelle, on sait que le MEDEF est plutôt l'organisation patronale des grandes entreprises, alors que la CPME et l'UDP est plutôt celle des TPE ou des PME. Donc, on a une même problématique dans le secteur du bâtiment, puisqu'on a une fédération patronale, la Fédération française du bâtiment, qui est plutôt la fédération des grandes entreprises, et puis on a une autre organisation patronale, la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, comme son nom l'indique, qui est plutôt représentative dans les petites entreprises. La Fédération française du bâtiment a une stratégie de branche unique. Elle veut que les 4 branches historiques soient regroupées dans une seule branche. Évidemment, on comprend derrière que dans cette branche unique, compte tenu de son poids nominal, elle aura sans doute un rôle important à jouer, alors que la CAPEB souhaite qu'il y ait en réalité 2 branches professionnelles qui soient construites, les plus de 10 et les moins de 10, mais regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. Alors là où c'est compliqué, c'est que les pouvoirs publics ont une position un peu ambivalente, puisqu'ils ont pris un arrêté de représentativité syndicale unique pour l'ensemble du périmètre du bâtiment, mais qu'ils ont pris 2 arrêtés de représentativité pour les organisations patronales, une dans les plus de 10 et une dans les moins de 10, en sachant d'ailleurs que dans les 2 hypothèses, le ministère a reconnu les 2 principales fédérations patronales comme étant représentatives. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce conflit de logique entre la grande fédération, ou la fédération des grandes entreprises du bâtiment et celle des petits, a donné lieu à une dichotomie conventionnelle, c'est-à-dire qu'on a eu en même temps 2 initiatives qui ont été prises pour mettre en place des CPPNI qui ont été prises parallèlement, l'une par la Fédération du bâtiment, l'autre par la CAPEB, et qu'il y a eu 2 commissions, enfin 2 accords qui ont été arrêtés pour mettre en place des CPPNI, donc pour préfigurer une future négociation dans un nouveau périmètre de branche, 2 accords concurrents qui ont été signés le 14 mai 2019, un accord qui a été signé par la Fédération française du bâtiment et qui a prévu une CPPNI unique pour l'ensemble du secteur du bâtiment, ce qui correspondait d'ailleurs à l'arrêté de représentativité unique pour les organisations syndicales. Et il y a eu un autre accord qui a été signé le même jour par la CAPEB pour la mise en place de 2 CPPNI distinctes, une pour les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés et un autre pour les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés. Alors, ce qui est problématique, c'est que dans le cadre de l'accord signé par la CAPEB, les 2 CPPNI qui ont été mis en place au niveau de ces nouveaux périmètres de configuration ont négocié et ont conclu des accords collectifs. Et le pari qui a été fait par les organisations signataires, c'est que dans la mesure où ces accords ont été signés par des CPPNI et que ces CPPNI ont été mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre supérieur en termes d'organisation de leurs arrêtés de représentativité, les CPPNI avaient la compétence pour négocier des accords collectifs de droit commun. Le problème, évidemment, c'est que ce que je n'ai pas signalé, mais qui est le point le plus important finalement, c'est qu'il n'y a pas eu d'arrêtés de représentativité qui ont été délivrés par le ministère du Travail au niveau de ces 2 périmètres dans lesquels on avait mis en place des CPPNI, c'est-à-dire un arrêté de représentativité syndicale qui aurait été mis en place pour les moins de 10 salariés et un arrêté similaire pour les plus de 10 salariés. Les partenaires sociaux ont demandé au ministère du Travail qu'ils prennent ces 2 arrêtés. Le ministère du Travail a refusé, ou plus exactement, n'a pas répondu, ce qui revient au même, à cette demande d'arrêté de représentativité. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un contentieux devant les juridictions administratives pour contester le refus du ministère de prendre des arrêtés de représentativité à ce niveau-là, ce qui est logique, puisque je le rappelle, que le ministère, lui, a pris un arrêté de représentativité syndicale au niveau
de l'ensemble du secteur du bâtiment et il privilégie, le ministère du Travail, ce qui est logique dans sa logique engagée depuis 2005 de restructuration des branches, il privilégie une grande branche dans le bâtiment et non pas deux branches, comme le souhaite la CAPEB, mais que ne veut pas la Fédération française du bâtiment. Donc la question qui s'est posée et qui a donné lieu donc à l'arrêt du 15 mai 2024 de la Chambre sociale de la Cour de cassation, c'est lorsque vous avez des CPPNI qui ont été mises en place, notamment dans le cadre du processus de restructuration des branches, donc lorsque les partenaires sociaux ont décidé de lancer le processus de négociation dans des nouveaux périmètres, est-ce que le fait que ces CPPNI aient été mises valablement en place suffit à leur permettre de commencer à travailler et de négocier valablement des accords collectifs dans le périmètre de la commission paritaire? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des arrêtés de représentativité syndicale qui soient pris à ces niveaux-là pour que les accords collectifs puissent être valablement conclus? Eh bien, la réponse, vous l'avez dans l'arrêt du 15 mai 2024. La Cour de cassation invalide les accords qui ont été négociés dans ces CPPNI parce que les partenaires sociaux n'ont pas d'arrêté de représentativité. Les syndicats de salariés n'ont pas d'arrêté de représentativité au niveau de ces deux branches, entre guillemets, souhaitées par la CAPEB, c'est-à-dire les plus de 10 salariés et les moins de 10 salariés. Il y a bien un arrêté de représentativité qui a été adopté global, mais il n'y a pas d'arrêté spécifique dans ce périmètre inférieur que constituent le moins de 10 et le plus de 10. Et la Cour de cassation rappelle, ce qui est un principe très important, qui est le principe de concordance, c'est-à-dire que pour que les partenaires sociaux aient le droit de négocier et de conclure des accords collectifs, il faut qu'ils soient représentatifs au niveau où se fait la négociation. Donc, on peut mettre en place des CPPNI à un niveau infra par une négociation supra, mais si on met en place des CPPNI à un niveau infra, ces CPPNI ne peuvent commencer à négocier valablement que si préalablement le ministère a délivré des arrêtés de représentativité. Or, je vous l'ai indiqué, le choix du ministère du Travail, c'est de faire négocier les partenaires sociaux au niveau de tous les secteurs du bâtiment et pas au niveau des secteurs en particulier. Donc ça, c'est important pour les branches qui sont en cours de restructuration. Alors, je ne parle pas ici de la restructuration administrée par le ministère du Travail, la fusion administrative. Je parle des branches qui ont pris l'initiative de partir sur une voie conventionnelle de restructuration. Vous savez, on en parle depuis assez longtemps, que le Code du travail s'est surtout intéressé à la fusion administrative des branches. Pour ce qui est de la fusion conventionnelle, la preuve, un certain nombre de questions n'ont pas été anticipées par le ministère et par la loi sur la restructuration des branches, donc on se pose encore des questions. Il faut vraiment avoir à l'esprit que même si vous mettez en place valablement des CPPNI dans des nouveaux périmètres, dans le cadre d'une restructuration conventionnelle, il faut attendre les arrêtés de représentativité au niveau de ces nouveaux périmètres, même s'il y a une CPPNI, parce que sinon les accords collectifs que vous allez conclure, eh bien ces accords ne seront pas valables puisque évidemment les acteurs ne sont pas dotés de la représentativité syndicale. Alors, ça peut avoir un inconvénient, évidemment, de négocier des accords sans syndicat représentatif. Il y a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'évidemment, dans le délai de 2 mois, toute personne qui y a intérêt peut demander à ce que l'accord soit annulé. Or, vous allez forcément avoir des syndicats qui vont agir en nullité, puisque il faut comprendre que s'il y a ici, dans le secteur du bâtiment, cette situation, c'est parce qu'il y a un conflit stratégique entre la Fédération française du bâtiment et la CAPEB. Et donc, vous imaginez bien que les accords conclus sous l'égide de la CAPEB seront vraisemblablement attaqués par la FFB, qui n'était pas partie prenante à la négociation, que certains syndicats de salariés sont pour une mise en place au niveau du grand secteur, d'autres sont favorables à la mise en place des 2 petits secteurs, et on regarde les signataires des accords ne sont pas les mêmes, ne sont pas les mêmes OS qui ont signé. Donc, il y a l'action, le risque de l'action. Et puis surtout, vous avez un autre risque. J'appuie de manière compulsive sur le document. Le deuxième risque, ça n'est pas simplement l'action en nullité, c'est l'exception d'illégalité. Et c'est le 3e arrêt que je voulais évoquer avec vous, l'arrêt du 31 janvier 2024. Alors, je pense que vous avez suivi cette question. L'exception d'illégalité, c'est la possibilité pour un salarié, à l'occasion d'un contentieux de l'exécution ou de la rupture, alors qu'on cherche à lui
appliquer l'accord collectif normalement applicable dans son périmètre, ce salarié va opposer un argument d'illégalité pour échapper à l'application du dispositif conventionnel. Évidemment, c'est surtout intéressant en matière de durée du travail et de congé, où, vous le savez, le Code du travail privilégie l'accord collectif sur les dispositions réglementaires qui ne sont que supplétives, mais il peut arriver, puisque c'est primauté à l'accord collectif sur les dispositions supplétives, il peut arriver que les accords collectifs soient moins favorables que les dispositions supplétives, et donc le salarié peut avoir intérêt à ce que l'accord collectif normalement applicable ne lui soit pas opposable. L'autre exemple, évidemment, c'est lorsqu'un dispositif légal ne peut exister que par un support conventionnel, et c'était la question des forfaits jours. Je n'y reviens pas, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, puisque ça concernait les salariés du secteur des cabinets d'avocats. Donc, je n'y reviens pas. Alors, ce qui est intéressant dans cet arrêt du 31 janvier 2024, c'est qu'il vient compléter ce que l'on connaissait du régime de l'exception d'illégalité, puisque on sait très bien que l'exception d'illégalité, alors, ne peut pas être opposée par des syndicats signataires de l'accord. Donc, ça peut être invoqué par des syndicats non signataires, ça peut être invoqué par un CSE s'il est intéressé par l'accord, et ça peut être invoqué par tout salarié. Donc, on avait déjà les réponses aux questions qui peut invoquer l'exception d'illégalité. Ce qu'il manquait, c'était de savoir quels étaient les arguments d'illégalité qu'un salarié peut faire valoir, et donc ça peut neutraliser évidemment l'application de votre accord de branche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les conditions de validité de l'accord peuvent être invoquées par voie d'exception d'illégalité. Donc, le défaut de représentativité syndicale constitue un motif d'illégalité que le salarié peut faire valoir. Les conditions, en revanche, dans lesquelles, par exemple, la négociation s'est déroulée, les conditions dans lesquelles, par exemple, là je pense à l'accord d'entreprise, le délégué syndical a été désigné par son propre syndicat, l'audience personnelle du délégué syndical ne peut pas être discutée par voie d'exception, puisque au bout de 15 jours, de toute façon, elle va être purgée. Mais le défaut de représentativité du syndicat est un élément de l'exception d'illégalité. Et je fais la boucle avec ce que je vous ai dit sur la question des accords de branche qui sont négociés dans des nouveaux périmètres sans arrêter de représentativité. C'est un motif qui permet aux salariés d'exciper l'illégalité au-delà du délai de 2 mois. Donc ça veut dire que lorsqu'on se situe dans une branche et qu'on est dans un processus de négociation, il faut être extrêmement vigilant sur, évidemment, la légalité de l'accord collectif. Alors, évidemment, si vous êtes dans un processus d'extension, vous aurez un contrôle de légalité qui sera fait par l'autorité administrative. Donc, et en principe, l'autorité administrative accompagne, entre guillemets, la négociation de branche, même si on sait qu'ils ne sont pas forcément toujours là, mais enfin, en tout cas, ils sont censés être là, et ils sont souvent là. Donc, il y a un contrôle de légalité, mais même si ce contrôle de légalité ne s'est pas opéré au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, il y a toujours le risque, dans des contentieux individuels, de voir des salariés excipés de cette illégalité. Et on le voit sur le forfait jour très souvent. Les avocats de salariés, évidemment, la première chose qu'ils commencent à faire pour faire sauter le forfait jour et ensuite aller sauter sur les heures supplémentaires, ils essaient effectivement d'écarter les accords de branche. Et quand ces accords de branche sont minimalistes sur les garanties en matière de charge de travail, on sait que c'est un argument qui porte assez fréquemment. Voilà ce que je voulais vous dire en étant assez rapide, je suis désolé, mais pour vous laisser quelques questions supplémentaires si elles existent. Donc, quand il n'y a pas de questions, c'est forcément... Pas de questions par oral non plus. Bon, on arrive au bout de notre séquence. Merci, professeur, merci Emmanuel, merci Hugues, merci Camille. Nous sommes ravis d'avoir passé à nouveau ce temps d'échange avec vous. C'est bon. Je vous remercie encore une fois. Vous aussi, vous allez prendre des congés, je vous le souhaite. Ça tombe bien puisque le cabinet pilote l'exemplaire estival du cahier des DRH et qui comportera un exemplaire spécial sur les congés payés, sur tous les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, qui répondra en partie, ou en tout cas nous l'espérons, à un maximum de questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas à en faire la lecture. Je vous remercie infiniment, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain club qui sera vraisemblablement fixé à la rentrée. À très bientôt.